Et donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux pour cette matinale, organisée conjointement par SBA, IGNES et le pôle Habitat de la FFB. Donc, au programme ce matin, un sujet porteur, un sujet lumineux, car oui, la tendance est résolument à l'autoconsommation solaire résidentielle. Alors que l'électrification des usages s'impose pour répondre aux défis climatiques, nous sommes durablement confrontés à des tensions persistantes d'approvisionnement et à l'augmentation des prix de l'énergie. Ces deux facteurs principaux boostent l'intérêt pour ce mode de production et de consommation assez récent puisqu'il est apparu en France en 2016. Et donc plébiscité par les Français, favorisé par la réglementation, les installations d'autoconsommation attisent la curiosité, voire la convoitise. Elles se multiplient comme des petits pains, doublement du nombre de foyers équipés en 2 ans en France. Et puis les supermarchés, les fermes, les entreprises ne sont pas en reste puisqu'elles s'équipent elles aussi de plus en plus. Alors, qu'en est-il réellement? Effet d'aubaine ou marché d'avenir? Dans quelle mesure ces solutions intègrent le cahier des charges des maisons, des nouvelles maisons? Est-ce que l'effet de contagion est ressenti aussi dans l'existant, sur tout le territoire? Et surtout, quels bénéfices apporte l'autoconsommation aux utilisateurs, avec quel retour sur investissement? Voilà, pour répondre aux questions que je viens d'évoquer, il y a 5 intervenants qui sont mobilisés ce matin. Donc pour ma part, je suis Vincent Huin, le délégué général adjoint d'IGNES, et je me chargerai dans la première séquence de pointer quelques chiffres clés et quelques enjeux sur le marché français de l'autoconsommation. Julien Serry, bonjour Julien, tu es Bonjour tout le délégué, monde. bonjour, tu es délégué national aux affaires techniques du pôle habitat de la FFB. Et donc, tu nous présenteras le panorama des pratiques des constructeurs de maisons individuelles en lien avec la RE 2020. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous un autre Julien. On a deux Juliens pour le prix d'un. C'est Julien Neuschwander, qui est directeur innovation digitale et services de Rexel. Bonjour à tous. Donc Julien, quant à toi, tu nous dresseras l'état des lieux du marché de l'existant et comment Rexel va au-devant des besoins de ses clients pour accompagner le déploiement des installations d'autoconsommation. Exactement. Emmanuel, bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc Emmanuel Bure, Schneider Electric, tu es en charge du marketing prosumer et HEMS, Mhm. Home Energy Management System. Donc tu nous expliqueras ton titre peut-être et surtout parce que la notion de prosumer elle est vraiment au cœur de notre problématique du jour. Et tu mettras l'accent sur les solutions de pilotage et de stockage qui permettent de moins consommer, de mieux consommer et d'augmenter le taux d'autoconsommation. C'est bien ça? Tout à fait. Super. Et enfin, Pierre-Nicolas Cléré, donc tu es vice-président délégué au Smart Home pour SBA. Bonjour. Voilà. Et donc tu co-animes avec moi ce webinaire. Et donc, après avoir veillé à la bonne tenue des débats et au respect du timing, Pierre-Nicolas, tu nous livreras tes conclusions et perspectives sur ce sujet d'avenir. Bien sûr, on parlera smart. Super. Voilà. Et donc, toute dernière précision avant de commencer, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat, là, le fil de conversation de notre webinaire. Et il y a une grande séquence de questions-réponses qui est prévue à la fin, autour de 10h, 10h15. Voilà. Et puis, bien sûr, le support qu'on utilise aujourd'hui vous sera envoyé à l'issue de cette session avec en prime et en primeur un lien pour revoir en replay le webinaire. Voilà. Les présentations étant faites, les précisions étant faites aussi, je vous propose de passer à la première séquence
chiffres et enjeux de l'autoconsommation. Très bien. Donc l'autoconsommation, finalement, c'est quoi? La réponse est, de manière précise, dans la loi du 24 février 2017 qui reconnaît et encadre l'autoconsommation. Donc c'est le code de l'énergie qui définit de manière claire cette notion. C'est le fait pour un producteur de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. Donc c'est clair et net. Le particulier n'est plus tenu de réinjecter la totalité d'électricité sur le réseau de distribution et de le revendre. L'électricité qu'il a produite par ses panneaux photovoltaïques, le législateur lui offre désormais la possibilité de l'utiliser en tout ou partie pour ses propres besoins, avec à la clé 3 bénéfices essentiels. Le premier, c'est qu'il accède à une énergie renouvelable et locale à faible empreinte carbone. Second bénéfice, il en maîtrise l'origine. Et enfin, et surtout, il réduit et sécurise une partie de sa facture d'électricité. Ce qui n'est pas du luxe dans un contexte d'inflation du prix de l'électricité, puisque les prévisionnistes s'accordent sur une tendance à plus 3, plus 5% d'augmentation du prix de l'électricité par an sur les 25 prochaines années. Donc, au-delà de ces bénéfices individuels, l'autoconsommation apporte des bénéfices collectifs à la collectivité tout entière. Et ces avantages sont encore plus manifestes sur fond de crise énergétique et de crise géopolitique accentuée, aggravée ces derniers jours par les attentats au Proche-Orient. Donc oui, l'autoconsommation est une solution d'avenir, une solution souveraine et durable qui sera de plus en plus employée par les pouvoirs publics parce qu'elle est rapidement déployable et elle permet de relever 4 défis majeurs. Souveraineté énergétique de la France grâce à une énergie locale et abondante. Décarbonation en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, c'est le défi du siècle. La protection du pouvoir d'achat des ménages. Rappelons qu'il y a 12 millions de ménages en France qui sont en situation de précarité énergétique et environ un tiers qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Et puis, le quatrième enjeu, bien sûr, c'est l'emploi. L'autoconsommation solaire individuelle, c'est des emplois non délocalisables, notamment pour l'installation et la maintenance dans les territoires. Donc on le voit bien avec ces atouts individuels et collectifs, l'autoconsommation a tout pour s'imposer de plus en plus comme un levier de nos politiques publiques. D'ailleurs, sur la partie droite du slide, là, vous voyez un extrait du bilan prévisionnel RTE à 2035 qui nous dit que pour répondre à la double exigence de l'électrification des usages et du défi climatique, il faut actionner tous les leviers et le renouvelable figure en bonne place. Il n'y a pas d'opposition entre les leviers. Preuve en est, quand on parle d'autoconsommation individuelle, on parle sobriété aussi, on parle efficacité énergétique. Les études montrent que l'installation, dès lors qu'une installation d'autoconsommation individuelle est déployée, le particulier est stimulé et impliqué concrètement et directement dans la transition énergétique. Il est obsédé presque par la production de son installation et du coup, il est très désireux de la mettre au regard de sa propre consommation. Et donc, il est incité très largement, avec les retours d'expérience, c'est avéré, à modifier ses comportements et à adopter des pratiques plus sobres. Les effets rebonds restent assez marginaux aujourd'hui. Donc, après ce rappel des bénéfices individuels et collectifs, je vous propose que l'on passe aux chiffres
les derniers chiffres du marché bah, montrent qu'en fait, c'est une pratique en plein essor, l'autoconsommation solaire individuelle. Résidentielle et entreprises confondues, le nombre d'installations a augmenté de 77% en un an, puisqu'il s'établit aujourd'hui à 326 000 installations. Voilà, contre 184 000 un an plus tôt. C'est une belle croissance. Du coup, la puissance installée, bien sûr, a bondi de 88% sur la même période pour atteindre 1600 mégawatts. Et cette croissance, elle est tirée en grande partie par le marché résidentiel. On va le voir plus précisément juste après. Donc avec le quasi doublement du nombre de foyers équipés en 18 mois. Aujourd'hui, il atteint 208 000 foyers équipés en France, fin 2022, contre 108 000 fin mars 2021. Donc c'est une croissance importante tirée par le segment résidentiel. Et pour s'en convaincre davantage, examinons ensemble les données du Consuel. Donc le Consuel est chargé d'établir des attestations de conformité des installations aux prescriptions de sécurité en vigueur et publie chaque année un rapport annuel de son activité. Et donc dans son dernier rapport, on voit bien que là aussi les chiffres sont éloquents. En 2022, la croissance des attestations pour les bâtiments d'habitation est de 85% par rapport à 2021. Et le côté établissement recevant du public, établissement recevant des travailleurs, donc là plus dans le segment industrie, entreprise tertiaire. Là, la croissance reste forte, pas dans les mêmes proportions, mais on est quand même sur une tendance à plus 20%. Ce qu'on peut noter aussi en termes de chiffres et d'enjeux marché, c'est que finalement la contagion de l'autoconsommation en France, elle s'opère par les frontières, par les côtes, j'allais dire. En effet, on note qu'elle est de mieux en mieux répartie, et elle ne croît pas uniquement dans les régions les plus ensoleillées. Enedis nous dit dans ses derniers chiffres là du 30 juin 2023 que finalement c'est bien dans les régions côtières de l'arc atlantique et du pourtour méditerranéen que la croissance est la plus forte. Et il y a 4 départements d'ailleurs qui se distinguent en bleu foncé sur la carte, qui sont généreusement arrosés par le soleil. Il s'agit de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de l'Isère et des Bouches-du-Rhône, où là, la puissance photovoltaïque installée dépasse les 51 mégawatts. Ce qu'on peut dire aussi concernant cet essor de l'autoconsommation en résidentiel, c'est concernant la taille des installations. Ce qu'on note dans les derniers chiffres, et là je me réfère à nouveau au rapport annuel du Consuel, c'est que finalement la taille des installations en résidentiel reste plutôt modeste. Plus de la moitié des installations de production, donc à peu près 60%, ont une puissance comprise entre 3 kVA et 36 kVA. Pour le reste, c'est l'autre part du camembert, à environ un peu plus de 40%. Là, on est sur des puissances inférieures à 3 kV ampères. Et ce qu'on note aussi, c'est que la puissance moyenne des installations dans les bâtiments d'habitation progresse légèrement pour s'établir à 4,34 kVA en 2022 contre un 4,04 en 2021. Donc presque 10% d'augmentation. Alors est-ce que tu veux commenter le sondage peut-être Pierre-Marie, puisqu'il s'affiche ici? Déjà, je remercie les 62% de participants qui ont pris le temps de répondre. Merci à eux.
Non, mais c'était une première question assez ouverte pour évaluer un peu votre niveau de maturité en autoconsommation. On voit que les les gens qui sont considérés comme intermédiaires, c'est-à-dire qui sont là pour consolider un peu les bases, sont légèrement surreprésentés. Donc, vous êtes au bon endroit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour les experts et les plus avancés, mais on n'a aucun doute sur le fait on va vous amener aussi un peu plus de connaissances, un peu plus de détails sur ce marché de l'autoconso. Donc, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. Je vous redonne la main, Vincent. Bien. Donc vous n'êtes pas trompé. Vous êtes bien ici. Et donc pour expliquer l'engouement récent des Français pour l'autoconsommation, je vous propose de nous pencher sur un sondage réalisé par OpinionWay pour le compte d'EDF ENR qui a été publié en décembre 2022. L'objectif de ce sondage était de cerner et comprendre la perception des Français sur les enjeux énergétiques. Si on résume l'enseignement principal de ce sondage, c'est que la perception des Français est très positive sur l'impact de l'autoconsommation en termes de pouvoir d'achat, et ce, malgré un ticket d'entrée perçu comme élevé. Si on rentre un peu plus dans le détail de quelques chiffres, 72%, 7 Français sur 10 estiment que produire et consommer sa propre électricité, c'est le meilleur levier pour maîtriser sa facture énergétique. C'est important. 3/4 d'entre eux déplorent que l'investissement ne soit pas assez massif dans l'énergie solaire et appellent de leur vœu plus d'incitation des pouvoirs publics. Et ça s'explique parce que justement, 2/3 d'entre eux, 63%, jugent que le coût de l'installation reste le principal frein, malgré le potentiel d'économie réalisable dans la durée, qu'ils consentent volontiers à reconnaître. Hein. Voilà. Les autres freins qui ressortent de son sondage, ils sont au nombre de 3, hein, donc un peu derrière. On n'est plus sur des 2/3, quoi. On est plus sur des 40%. Les 3 freins, principaux, c'est un doute sur la durabilité du matériel. Il faut apporter des garanties. La crainte des arnaques et puis un ROI qui est jugé encore trop long pour 40% des Français. Alors la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est la suivante, c'est finalement est-ce que cette croissance elle est conjoncturelle? Est-ce que cette dynamique est durable? Alors on n'a pas de boule de cristal. Cependant, il faut pas être grand clair quand même pour estimer, pour penser que le marché n'est pas prêt de s'essouffler et de se tasser. Pourquoi? Parce que cette dynamique, elle repose sur 3 leviers structurels qui sont forts, quoi. Premier levier, on vient de le dire, donc je reviens pas dessus, c'est cette acceptabilité sociale. Mais c'est clé et ça offre un fort potentiel de développement à l'autoconsommation individuelle. Les Français considèrent bien que c'est un levier d'autonomie contre les risques de pénurie et un levier pour baisser les factures d'énergie dans un contexte de volatilité et d'augmentation des prix. Le deuxième levier, il est d'ordre économique, c'est le levier de la rentabilité. Aujourd'hui, on a une meilleure rentabilité des installations grâce aux progrès technologiques. On estime que le coût global de l'installation a été divisé par 10 en 10 ans, ce qui est considérable. Et donc, et par ailleurs, en plus, avec des installations qui sont bien plus performantes. Et toujours sur le terrain de la rentabilité, on voit apparaître de plus en plus sur le marché des dispositifs de pilotage connectés qui sont malheureusement encore trop méconnus aujourd'hui et qui sont pourtant décisifs pour consommer moins, pour consommer mieux et synchroniser les besoins de consommation avec la production d'énergie solaire. Enfin, le dernier levier, et là aussi non des moindres, il est d'ordre politique et réglementaire. C'est l'accompagnement des pouvoirs publics face aux défis énergétiques et climatiques. On voit que l'État est très engagé aujourd'hui là dans l'incitation, notamment pour maximiser l'autoconsommation au travers des primes à l'investissement, des tarifs d'achat, des appels d'offres. Et puis
on s'aperçoit que pour l'État aussi, c'est une source de revenus finalement, ces installations d'autoconsommation. Et c'est une source aussi d'économie pour la collectivité. Donc, pour s'en convaincre, j'ai mis en note de bas de page, il y a une étude Ernst Young qui a été publiée en juin 2022 et qui montre que pour l'État, quand il investit 1 euro, eh bien, ça génère 7 euros de contribution au PIB et presque plus de 4 euros de recettes publiques grâce aux taxes et cotisations. Donc, Bercy beaucoup, comme on dit. Et donc, il y a toute chance que ce levier politique et réglementaire perdure à l'avenir pour soutenir la croissance du marché. Donc, pour conclure, on se dit que tiens, l'avenir est radieux, mais à regarder d'un peu plus près quand même, on voit bien qu'il y a un potentiel encore très fort à exploiter et que la filière doit se mobiliser pour en tirer parti. Car on constate aujourd'hui que certes le marché est en pleine croissance, mais la filière française elle reste faible, puisque quand on observe la part des installations photovoltaïques utilisées pour l'autoconsommation individuelle, elle ne représente que 11%. Ça signifie que dans 89% des cas, les installations photovoltaïques aujourd'hui en individuel sont dédiées à la revente totale de l'électricité produite. Et voilà. Et par ailleurs, on constate que les moyens de stockage aujourd'hui par batterie sont vraiment marginaux puisque seuls 3% des 11% d'installations d'autoconsommation sont combinés avec des moyens de stockage d'électricité. Et au global, finalement, la puissance installée en photovoltaïque, elle génère qu'un térawattheure sur les 440 térawattheures de notre consommation électrique. Voilà, donc il y a un potentiel très important à développer. Et quand on regarde ce qui se passe dans nos grands voisins européens, on se dit que la France a encore des grandes marges de progression, puisqu'on fait pâle figure par rapport à ses grands voisins européens. En nombre de foyers équipés, retenez que l'Allemagne compte 8 fois plus de foyers qu'en France. Le Royaume-Uni, c'est 4 fois plus. L'Italie, c'est 3 fois plus environ. Et je vous ai mis aussi des chiffres sur les capacités photovoltaïques installées sur le territoire. Là aussi, on accuse un retard important, notamment par rapport à notre voisin allemand. Et c'est intéressant de mettre ces chiffres au regard des objectifs européens et français qui sont sur la deuxième partie du slide. Au niveau européen, l'ambition est de porter à 2030 la production à plus de 600 gigawatts, et puis la PPE qui va être révisée là dans les prochains mois, elle fixe un objectif de 35 à 44 gigawatts d'ici 2028, donc dans très peu de temps, d'ici 5 ans, alors qu'on est environ à 16 gigawatts aujourd'hui. Donc ça montre qu'on a besoin d'accélérer le rythme des projets et de leur raccordement pour atteindre cet objectif, et que l'autoconsommation individuelle jouera à toute sa place dans cette ambition. D'autant que, pour conclure, l'ADEME estime, moi c'est un chiffre qui m'a surpris, que même s'il est un peu illusoire d'utiliser toutes les toitures résidentielles, si on les utilise toutes, on estime que le gisement disponible est de 240 gigawatts. C'est considérable, en sachant qu'il y a quand même d'autres moyens et d'autres rendements plus importants en utilisant le solaire ailleurs que sur les toits des maisons. Voilà pour cette première séquence qui pointait donc les grands enjeux et les chiffres du marché. On va céder la parole à Julien du pôle Habitat FFB. Merci Vincent. Effectivement, en fait je vais en fait prolonger ton propos en apportant une vision maître d'ouvrage, constructeur, promoteur, on va dire. Donc je me représente, je m'appelle Julien Serré, donc je m'occupe des affaires techniques au pôle habitat de la Fédé, qui en fait représente du coup les constructeurs, les promoteurs et les aménageurs
à la fédération du bâtiment. Donc on peut passer à la slide suivante. Je sais pas si j'ai la main ou pas, non je pense pas. Euh, donc je vais séparer mon propos en deux, en parlant dans un premier temps de la maison individuelle et dans un second temps du logement collectif, parce que bon, ça reste quand même deux marchés et des typologies d'acteurs différentes. Euh, Vincent l'a très bien expliqué. Alors il y a deux piliers qui font on pousse des solutions techniques plutôt que d'autres. Le premier, c'est la demande client. Et comme Vincent l'a bien exprimé, la demande client depuis bon, malheureusement le conflit ukrainien et l'augmentation du prix de l'énergie, elle est vraiment là. Chez les constructeurs, on a une demande client en très forte croissance. Ça a été démontré par les chiffres depuis 2021. Pourquoi? Parce que l'augmentation du prix de l'énergie et surtout cette volonté, on va dire, de maîtriser sa consommation, d'être indépendant au niveau énergétique, a vraiment pris. Alors, j'utilise le terme de bankable. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est que on a des arguments supplémentaires pour placer les solutions photovoltaïques et surtout des arguments qui percutent, que ce soit sur du client, on va dire maison haut de gamme pour ces raisons, ces questions environnementales de décarbonation, mais aussi sur du primo-accédant, peut-être moins sensibilisé ou moins friand de toutes ces questions environnementales. Ben lui, on peut lui montrer que il y a un vrai gain sur sa facture énergétique et donc malgré le frein qui a été évoqué du coût d'investissement de l'installation, c'est justement de moins en moins un frein puisque on a de plus en plus d'autres arguments face à ça. Un frein, peut-être que là, pour le coup, les clients voient moins, mais que nous, en tant que constructeurs, on a quand même, c'est que quand il y a un boom de marché comme ça, les installateurs, mais comme dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, sont aussi là aussi difficiles à trouver dans certains secteurs. Il y avait des secteurs, je pense à la Bretagne notamment, où il y a eu un vrai boom au niveau de la demande, et il y avait peut-être pas, enfin en tout cas il n'y a pas encore le nombre d'installateurs qualifiés suffisant, d'autant plus qu'il y a le marché de la rénovation, il y a d'autres marchés que le logement neuf à regarder pour le photovoltaïque. Donc on a un petit frein qui est au niveau des installateurs, mais qui est pas majeur à ce stade. Bon, ça c'était l'aspect demande client qui pousse quand même le marché, mais le deuxième aspect, le deuxième pilier qui pousse un marché, on va pas se mentir, c'est les réglementations aussi. Alors il y avait la RT 2012, donc la RT 2012 qui par un indicateur que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'AEPENR incitait pas mal à faire du photovoltaïque. Donc on avait des solutions avec du chauffage gaz et du photovoltaïque qui était très bien maîtrisé, assez bien plébiscité et qui marchait d'ailleurs très bien en RT 2012. La RE 2020 est venue quand même par rapport à la RT changer pas mal la donne, notamment vis-à-vis du gaz en maison individuelle, hein, ça on le sait tous, mais aussi vis-à-vis du photovoltaïque, puisque le photovoltaïque en RE 2020, vous le savez sûrement, n'est valorisé qu'à hauteur de l'autoconsommation. Bon, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, mais à première vue, quand on regardait un petit peu comment est sortie cette réglementation et qu'on regardait uniquement les textes réglementaires, on s'est dit c'est pas une super bonne pub, on va dire, pour l'autoconsommation et pour le photovoltaïque, parce que moins bien valorisé qu'on l'espérait, moins bien valorisé. Je sais pas si vous vous rappelez du label le plus c'est moins. Le plus c'est moins valorisait beaucoup l'autoconsommation et le photovoltaïque. Donc ce petit décalage entre le plus c'est moins et l'ARE 2020 nous a fait dire est-ce qu'on va continuer à mettre du PV sur nos maisons et sur nos logements? La réponse a été que oui, puisque si on passe à la slide suivante, vous allez voir qu'il y a des vrais gains à aller chercher et des gains hyper intéressants à aller chercher avec le photovoltaïque. Donc là, si on parle de maison, on voit que sur 2 micro PV, enfin 1 micro PV, 2 micro PV, 4 micro PV,
on peut élever entre 5 et 15%, on va dire, des indicateurs de consommation. Donc ça, c'est une vue d'ensemble générale. Je vais rentrer dans le détail juste après, mais en tout cas, en travaillant un peu le sujet, en travaillant un peu nos descriptifs, on va dire, nous constructeurs, on a bien vu qu'il y avait quand même un intérêt sur ce photovoltaïque. Donc, si on passe à la slide suivante, on va prendre un exemple concret. Donc, on va partir sur une maison, on va dire relativement représentative de notre marché. Donc, je remercie Tereal et le bureau d'études Énergis pour ces données-là. Donc, une maison de 90 mètres carrés en zone climatique, on va dire moyenne, avec une orientation qu'on qualifie de moyenne. Hein, c'est parce que l'orientation joue beaucoup en RE 2020. Un T4 avec une salle de bain WC, une salle d'eau et un WC séparé. Donc vous voyez la disposition de cette maison qui est assez classique, surtout dans certaines régions. On va prendre deux descriptifs sur cette maison. Un descriptif qu'on va appeler de type 1, qui est en fait le descriptif où comme toutes les maisons maintenant avec l'ARE 2020, qui est calé pour être conforme au BBO. C'est comme ça qu'on démarre la conception des maisons maintenant avec l'ARE 2020. Donc descriptif juste conforme au BBO de l'ARE 2020. Donc vous voyez avec un niveau d'isolation qui est maintenant le niveau d'isolation et d'équipement classique en RE 2020, et un deuxième descriptif du bâti qui est renforcé pour aller chercher plus de points de BBO et être sur des gains de BBO un peu plus importants. Donc les deux descriptifs, je le répète, sont conformes au BBO de l'ARE 2020. Ça va être une constante. Et ensuite, on va essayer de faire varier les éléments de chauffage et voir comment on peut avec le PV gagner sur les autres postes. Donc si on passe à la slide suivante et on travaille le descriptif de type 1. Donc sur le descriptif de type 1, si on met par exemple ce qu'on met dans au moins une maison sur deux si c'est pas plus, une PAC double service. Bon bah là vous avez la simulation 1.0 avec le descriptif sur la partie gauche. Vous avez sur la partie droite ces résultats ARE 2020. Bon, ça sur une maison 90 mètres carrés comme ça, une PAC double service conforme au BBO. Si on regarde les indicateurs de consommation, donc le CEP et surtout le CEP NR qui calcule les consommations non renouvelables, qui est l'indicateur dimensionnant de consommation en RE 2020. Bon, vous voyez qu'on est bon. Ensuite, si on entre guillemets on s'amuse, parce que là il n'y a pas de volonté, enfin de nécessité en tout cas réglementaire à mettre du photovoltaïque, ben on voit que on gagne quand même un petit peu sur le CEPNR en mettant deux panneaux. Là, le point de vigilance qu'on aura, et c'est pour vous montrer ce premier exemple, le point de vigilance qu'on aura tout au long de ces simulations, c'est au niveau du carbone, parce que l'ARE 2020, vous le savez, c'est on tire d'un côté et ça bouge de l'autre. Donc là aussi, ça va être un peu un fil rouge. En fonction de la fiche que vous prenez, par défaut ou individuel, vous allez ou pas dépasser le seuil IC Construction, qui est le seuil indicateur carbone de la RE 2020. Bon là, c'est un exemple un peu large parce que avec la PAC double service en termes de chauffage, on est toujours globalement bon en RE 2020. Mais si on passe à la slide suivante et qu'on passe en PAC RR avec à point électrique, qui est là aussi, on parlait de demande client qui là est une vraie demande client et pas que dans les régions ensoleillées et chaudes, on va dire. Et bien là, le fait d'avoir un appoint électrique est très pénalisé au niveau du CEPNR. Donc vous voyez que sur la simulation 2.0, on n'est pas bon en CEPNR. Donc là, on est non conforme à la RE 2020. Et là, la solution photovoltaïque, alors la petite astuce pour aller autoconsommer, enfin gréver les consommations de CS, c'est de passer la production de CS en mode jour pour que le photovoltaïque dans la simulation en fait vienne compenser ces consommations-là. Mais là vous voyez qu'avec deux panneaux vous passez le seuil, enfin vous rentrez dans les clous de la RE 2020 sur le CEPN. Donc là il y a un vrai apport pour des solutions de chauffage et aussi de refroidissement qui sont intéressantes en PAC RR. Vous avez une solution qui vous permet d'aller vers la conformité réglementaire, en plus de tous les aspects
commerciaux, énergétiques et factures qu'on évoquait avant. Donc là, il y a un vrai intérêt. Si on passe à la slide suivante, alors toujours la partie carbone sur laquelle il faut être vigilant. Sur cette slide, vous voyez finalement la même maison, le même descriptif bâti, mais avec une plaque RR cette fois avec le froid déclaré et toujours le ballon thermo en mode jour. Là, on va faire 3 variantes avec 2 panneaux, 4 panneaux et 8 panneaux. Donc là, vous imaginez bien, vous allez le voir juste après, que avec le froid déclaré, on va être encore plus mauvais entre guillemets sur le CEPNR. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir là l'intérêt de mettre ces installations photovoltaïques. Donc là, on a moins 16%, on a 16% à gagner au niveau du CEPNR. Donc c'est très compliqué à aller chercher. Et vous allez voir, fort logiquement de toute manière, hein, que plus on va mettre soit 2, soit 4, soit 8 panneaux, plus on va aller chercher de la performance sur cet indicateur, plus on va aller baisser les consommations non renouvelables de notre maison. Alors le point de vigilance sur le carbone, il est encore plus vrai, puisque forcément quand vous allez mettre 8 panneaux avec des fiches par défaut, vous allez rajouter 122 kilos de carbone. Donc là, c'est bien évidemment quelque chose qu'il faut regarder. Les fiches, si vous prenez la fiche individuelle, vous avez moins de soucis, mais quand même vous êtes au-dessus du seuil si vous mettez 8 panneaux. Donc là aussi, tout ça s'améliore au niveau des fiches. La performance carbone des panneaux qui a toujours été un peu leur point faible est en train de s'améliorer aussi. Donc là, il y a pas forcément d'inquiétude ou de frein, à mon avis, avec cette IC Construction, mais il faut quand même le regarder, puisque l'IC Construction, il est surtout évalué réglementairement en fin de chantier, donc il faut bien le regarder à la conception pour pas arriver en fin de chantier et être pas bon au niveau carbone. Mais en tout cas, au niveau CEPNR, il y a un vrai intérêt. Si on passe à la slide suivante, là, on va pousser le trait un peu plus loin, c'est-à-dire que là, la maison est uniquement chauffée à l'effet joule, chose qui est un sacrilège en l'ère 2020, hein, pour ceux qui ont suivi un peu les débats, et vous le voyez, le CEPNR a été aussi calé pour éviter cet effet 100% effet joule. Vous voyez que là, il est ultra pénalisé, c'est-à-dire que dans mon descriptif bâti 1, donc le classique, vous avez moins 48% sur le CEPNR, vous êtes même pas conforme en CEP d'ailleurs, et vous voyez que en renforçant un peu l'isolation et en mettant 8 panneaux, on n'est pas conforme, mais on est à moins 7%. Donc on arrive presque à la conformité réglementaire. Tout ça, ça veut dire quoi? Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que en jouant sur plein de curseurs et en faisant finalement une analyse, parce que nous, c'est ce qu'on doit faire avec nos clients, hein, c'est une analyse globale du coût de la construction, pas uniquement du coût d'investissement du panneau, on voit qu'il y a des leviers en fonction du projet, en fonction des achats qu'on peut faire. Il y a des projets où on peut vraiment valoriser l'investissement dans le photovoltaïque tout en étant conforme réglementairement. Alors là, conforme réglementairement, il va falloir aller chercher de la perf sur d'autres indicateurs, mais en tout cas, c'est vraiment possible, tout en restant vigilant, ça je le répète à chaque fois, à l'indicateur IC Construction. Julien, je me permets de vous interrompre. On a des questions sur le chat qui font état du jargon que vous employez. Alors, les simulations sont super intéressantes. Si on dézoome 5 minutes, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est que les CEP, CEPNR, BBO, pour ceux qui ne maîtrisent pas? Merci, Julien. D'accord. Alors c'est effectivement un jargon propre à cette réglementation qui est la RE 2020. En gros, pour faire simple, la conception de nos maisons est vraiment basée sur cette réglementation. Aujourd'hui, on cale en maison vraiment toutes nos conceptions sur cette réglementation qui est la RE 2020, comme c'était le cas pour la RT 2012 à l'époque. La RE 2020, il y a 6 indicateurs réglementaires, donc 6 indicateurs auxquels il faut répondre et qui sont capés par des seuils. Donc, par exemple, quand je parle de BBO,
BBO, c'est les besoins de la maison, les besoins en apport solaire, les besoins énergétiques de la maison. Donc ça va qualifier, pour vous faire très simple, la qualité de l'enveloppe de la maison, la qualité de l'isolation. Donc ça, c'est le premier indicateur qui est un peu l'indicateur de base de la RE 2020 sur lequel on va vraiment dimensionner les projets. Ensuite, vous avez en face des besoins, vous avez les consommations théoriques de la maison. Donc là, on va modéliser la maison pour voir ces consommations théoriques. Donc en fonction de l'équipement de chauffage, en fonction de l'équipement d'eau chaude sanitaire et en fonction de l'éclairage notamment, vous allez avoir une maison qui va consommer tant avec un seuil réglementaire qui est capé, lui, par la réglementation. Et il faut pas dépasser ce seuil, tout comme le BBio. Donc en fait, ça va être deux indicateurs majeurs qui vont dimensionner, et en fonction de là où on se positionne, de là où se positionnent nos équipements, et ben on va faire un choix ou un autre d'équipement technique, de niveau d'isolation, de plancher, etc. Donc c'est en fait ces indicateurs à la fois de besoin et de consommation qui vont vraiment déterminer les caractéristiques techniques du projet, en plus bien évidemment de tout ce qui est architectural, de tout ce qui est urbanisme, mais sur la partie technique, c'est vraiment ça. La RE 2020, vous avez aussi l'IC construction dont je parle depuis le début aussi, qui est en fait le nouvel indicateur de la RE 2020, qui parle de carbone. Hein, je pense que maintenant on est relativement familier avec ça. On va calculer pareil avec un seuil l'impact carbone de nos constructions, que tous les bâtiments neufs ils sont soumis quasiment. Donc on va là aussi matériau par matériau calculer mon isolant il a tant d'impact carbone, ma maçonnerie tant d'impact carbone, et là aussi il y a un seuil carbone à pas dépasser, une espèce de crédit carbone on va dire, et qui là aussi est très dimensionnant pour la conception de nos maisons. Donc c'est des indicateurs réglementaires qui on va dire font un petit peu les choix techniques qu'on fait avec nos clients. Merci Julien pour ces précisions sur les différents indicateurs de la RE 2020. Merci. De rien. Et donc si on passe à la slide suivante, donc ça c'était pour la maison. Donc pour la maison, le résumé c'est de dire la RE 2020 et la demande client portent le marché, on va dire. Sur le logement collectif, on est, je dirais, peut-être à un niveau de maturité différent. Si moi je devais répondre à la première question que vous avez posée, Pierre-Marie, sur la maturité des constructeurs de maisons et des promoteurs, on serait pas au même niveau, je pense, entre un constructeur de maison. Alors, je dirais qu'un constructeur de maison, il est intermédiaire parce que on n'est pas encore des experts, il y a encore pas mal de champs à explorer. Un promoteur, il est un petit peu en dessous. La demande est moins soutenue en fait par les acquéreurs. Quand on vend un appartement, c'est pas forcément ça que recherche un acquéreur quand il achète un appartement, et la RE 2020 est, on va dire, un peu moins favorable, même s'il y a toujours des intérêts à l'autoconsommation et au photovoltaïque. Ce qui porte plutôt le marché, on va dire, c'est qu'on a des chartes promoteurs, des PLU révisés, donc la puissance publique qui là par contre pousse beaucoup pour l'autoconsommation. Pour plein d'autres sujets, plein d'autres sujets environnementaux, elle est à la manœuvre aussi, mais on voit une vraie appétence là aussi pas de réguler, le terme est fort, mais de pousser ces solutions-là dans certaines cahiers des charges d'Eurométropole, dans certains PLU, dans certaines chartes promoteurs qui sont aujourd'hui dans quasiment toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles, vous avez ce genre de documents. Donc c'est ça qui fait que là aussi le marché devrait continuer à croître proportionnellement au volume qui malheureusement devrait quand même baisser, mais ça c'est autre chose. Mais en logement collectif, on a quand même, j'ai pas les mêmes retours. Par exemple, je peux pas vous présenter les mêmes simulations que ce que je viens de vous présenter, parce que vous avez, alors déjà dans un premier temps un modèle économique à trouver, mais aussi un modèle juridique. Pourquoi un modèle juridique? Parce que je pense que je prends qu'une petite partie du juridique, mais quand vous allez vendre un appartement à un acquéreur avec du photovoltaïque, de l'autoconsommation, il faut s'assurer au niveau juridique de la répartition, que ce soit entre les parties communes, mais aussi si vous faites de la répartition dans les parties privatives, tout simplement comment vous le détaillez au niveau de l'acte notarié à la signature de la vente. C'est des questions où là on est
copropriété, enfin les gens vont être en copropriété et donc en copropriété aussi de l'installation photovoltaïque, si c'est le cas. Parce que là, quand je parlais de modèle économique, peut-être aussi qu'il y a un modèle économique à chercher pour le promoteur en disant les panneaux photovoltaïques, en fait le boulot d'un promoteur, c'est de construire le bâtiment puis ensuite de faire quelque part de le livrer à ses copropriétaires. Pourquoi pas imaginer autre chose au niveau du PV en disant moi je suis promoteur, je vous livre le bâtiment certes, mais je garde la propriété des panneaux par exemple je les exploite et je trouve une certaine rentabilité et je libère on va dire de contraintes juridiques tous les copropriétaires. Il y a peut-être quelque chose à trouver là-dessus. C'est pour ça que je parle de modèle économique et juridique à trouver. Donc voilà, un peu moins de maturité au niveau du logement collectif. Mais on y est de plus en plus quand même. Alors pourquoi une petite les perspectives en tout cas nous sur le logement neuf qu'on a. Donc sur de la maison, c'est plutôt de la performance supplémentaire qu'on va aller chercher. Donc avec ça a été, je sais pas si on va l'évoquer après ou en tout cas ça a été un peu évoqué les notions d'amélioration du stockage, du pilotage dans les maisons qui sont les sujets vraiment sur lesquels nous on doit travailler en tant que constructeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes clients sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Bon là, il faut aller améliorer les systèmes et aller travailler ces systèmes pour que tout ça fonctionne pour le mieux parce que c'est vraiment une demande qui arrive. Dans le collectif, un peu moins de maturité, mais là aussi de la demande et surtout quelque part de l'imposition qui va arriver à laquelle on va devoir répondre. Et en nous, ce qu'on pense, c'est que l'autoconsommation, c'est le next step de la performance énergétique de nos bâtiments. Je pense qu'avec la RE 2020, on a atteint des niveaux d'isolation, de baisse des consommations via les équipements qui sont très très élevés, on arrive quasiment à l'optimum technico-économique qu'on peut faire. Si on veut aller chercher de la perf énergétique supplémentaire, la solution c'est l'autoconsommation, c'est le photovoltaïque. Quand on voit en plus, ça en a parlé un peu, ce qui arrive de l'Europe en termes de réglementation, on voit que la suite c'est celle-là. Donc ça va être pour nous la prochaine étape à franchir, c'est vraiment de maîtriser complètement ce marché-là. Et tout ça pour répondre aux enjeux, mais qui ont déjà été évoqués, la décarbonation, l'indépendance énergétique, l'électrification des logements, avec la RE 2020 qui est déjà là finalement dans le logement neuf, et surtout le confort client, qui est quand même la priorité quand on va vendre une maison ou un appartement. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour ma part, oui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julien. C'était très intéressant, très technique d'ailleurs. J'aurais dû ne pas regarder un épisode de plus de ma série préférée, mais relire la RE 2020 hier soir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, exactement. Un Julien peut en cacher un autre. J'accueille Julien Neuschwander, qui est directeur de l'innovation digitale et services chez Rexel. Donc, le point de vue de quelqu'un qui est en contact forcément avec les électriciens, les installateurs, et pour faire le point sur les tendances du marché. Bonjour à tous. Écoutez, la transition est toute trouvée parce que un des sujets que nous soumettent nos clients assez régulièrement, nos clients installateurs, mais aussi nos clients utilisateurs, c'est que justement, ils ont besoin d'y voir clair sur cette opportunité que représente le photovoltaïque. Et c'est la mission de mon équipe de leur mettre à disposition des outils digitaux, mais aussi des services qui vont permettre de s'assurer de tirer tous les bénéfices de cette formidable opportunité qui est le photovoltaïque et l'autoconsommation. Alors, si on va sur le slide suivant, on va revenir très rapidement sur 3 points qui ont été cités un peu plus haut et qui expliquent les choix que nous avons faits chez Rexel, encore une fois, pour accompagner d'une part les installateurs qui veulent se mettre à installer du photovoltaïque, notamment en résidentiel, et puis les utilisateurs qui se posent la question de la meilleure solution et des services qui peuvent être utilisés pour exploiter au mieux leur installation. Et puis on finira sur le smart qui fera la transition toute trouvée avec les interventions de Schneider et de Pierre Nicolas.
déjà, on l'a vu, c'est un marché qui, du point de vue de nos installateurs, est beaucoup plus rentable qu'il n'a été ces dernières années. On est beaucoup moins dépendant des subventions d'installation qui sont assez variables, notamment sur les petites installations, parce que les prix de l'énergie ont explosé et qu'il faut absolument qu'on saisisse de ce marché sur le résidentiel. Le deuxième facteur, c'est que les installations sont bien plus simples qu'elles n'étaient auparavant. On trouve maintenant sur le marché, pour le résidentiel, des kits qui sont tout compris, qui contiennent tous les éléments et qui permettent de venir en surimposition et donc qui n'ont plus d'impact sur le bâti ou sur l'étanchéité. Et donc j'aurais tendance à dire, le petit clin d'œil, c'est que pour les installateurs électriciens qui sont nos clients en grande majorité, c'est une excellente opportunité parce que ils ont la possibilité de se lancer sur ce marché. Ils ont une demande très très forte de leurs clients et donc on a décidé de les accompagner. Et donc on accompagne nos clients par différentes façons. Je vais vous parler d'outils digitaux, mais aussi de services qui sont proposés. Donc la première chose qu'on va retrouver dans nos études, c'est que, et ça a été confirmé plus haut, c'est que l'écrasante majorité des installations qui sont faites sur des petites installations de petite puissance et qu'elles sont majoritairement pour faire de l'autoconsommation avec une partie de réinjection sur le réseau qui va demander une capacité soit à stocker, soit à décider avec des organes smart dont tu pourras parler, Pierre-Nicolas, tout à l'heure, le surplus sur le réseau. Donc ça, on s'attarde pas dessus, on l'a mentionné tout à l'heure, et mais c'est quelque chose qui est très fort et qu'il faut retenir. C'est que c'est vraiment la tendance qu'on constate sur le marché de notre point de vue au plus proche des clients installateurs. Donc la première solution dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le configurateur photovoltaïque. Donc on a préparé une petite animation pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais on a voulu un outil très très simple et très vulgarisant qu'on retrouve en direct sur notre site internet rexel.fr et qui s'adresse d'une part aux installateurs qui connaissent déjà le marché et qui veulent être guidés pour ne rien oublier, et d'autre part les utilisateurs qui veulent trouver la meilleure solution, la plus adaptée à leur contexte. Alors si on lance la vidéo, on commence par choisir une adresse en particulier, choisir une toiture, un type de toit, ça va très vite, je suis désolé, un choix d'implémentation, de calpinage, et puis derrière, on va pouvoir modifier cette installation, choisir tous les équipements qui sont dans le logement pour pouvoir faire des simulations de matériel qui va être nécessaire pour réaliser cette installation. Et puis là, on va pouvoir choisir entre trois différents modes, soit en autoconsommation totale de l'énergie produite, soit autoconsommation avec vente de surplus, soit la revente intégrale. Et donc, c'est les trois modes qui ont été vus tout à l'heure. Et donc, on a choisi de venir accompagner nos clients sur ces trois domaines en proposant les solutions les plus adaptées. Et bien évidemment, on reste avant tout un distributeur de matériel. Ça va permettre de définir le produit le plus adapté, de définir un devis. Alors là, on est dans un mode installateur, mais on pourrait tout à fait avoir un mode utilisateur. Et à la fin, le panier avec l'ensemble des produits, accessoires et composants qu'il faut absolument prévoir pour ne rien oublier et que tout soit prêt sur le chantier. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve assez généralement chez nos clients. On a une demande de plus en plus forte d'avoir des kits et des bundles qui vont permettre d'avoir une solution clé en main, la plus simple, la plus adaptée aux besoins de nos clients. Donc ça, il est en libre accès sur excel.fr. Vous pouvez donc l'utiliser pour effectuer vos simulations. Maintenant, on se doute bien que ça ne suffit pas pour répondre aux besoins de nos clients. Et donc, on a développé toute une gamme de services qu'on met à disposition à la fois pour les installateurs et pour les utilisateurs.
La première barrière auquel se confrontent les installateurs, c'est les besoins de formation. Ça a été mentionné tout à l'heure, mais on est aujourd'hui sur une pénurie de main-d'œuvre qui est avérée et qui est a priori pour encore de longs mois. Et donc, on a développé une offre de formation, comme on l'avait fait sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Là, on est dédié sur le photovoltaïque. On a rassemblé un ensemble de partenaires sur toute la France pour pouvoir proposer à nos clients des formations certifiantes dans toute la France qui sont assez prises d'assaut pour le moment. On a une demande qui est en explosion, ce qui confirme bien la tendance du marché et la réactivité des installateurs sur toute la France pour venir accompagner leurs clients sur ces sujets. Le deuxième sujet, c'est l'expertise. Nous avons chez Rexel des équipes expertes qui peuvent accompagner les installateurs, mais aussi l'utilisateur, à la définition de leurs besoins. Donc, soit ils peuvent le faire avec le configurateur en autonomie, soit ils peuvent être en contact avec un expert qui va les aider à définir la solution et à venir choisir les bonnes solutions les plus adaptées. On a toujours les solutions logicielles de notre partenaire Tree Software qui vont permettre de venir dimensionner les installations. Donc là, on est plutôt sur de l'installateur qui a déjà une équipe dimensionnée pour venir chiffrer une installation. Et donc, on est sur des gens qui sont déjà assez avancés sur ce sujet. Et puis, 3 autres familles de services dans la deuxième ligne. Les assurances photovoltaïques qu'on a déployé avec notre partenaire April. Donc là-dessus, Rexel a choisi de se faire accompagner d'April pour déployer des solutions. On n'est nous-mêmes pas assureurs et donc April a des solutions dédiées au photovoltaïque en plus de ce qu'on a pu proposer sur la décennale, notamment dans nos agences et sur notre réseau de distribution. Innovea, notre bureau d'études à disposition des installateurs et des utilisateurs pour chiffrer les installations. Et puis Rexel Lease, qui sont l'ensemble de nos solutions de financement, et ça regroupe aussi les subventions qui sont un peu plus réduites sur le photovoltaïque. Et donc on peut accompagner nos clients pour dessiner leurs projets d'autoconsommation et d'installation photovoltaïque plus généralement. Donc j'ai intégré un petit QR code sur le côté parce que la galaxie des services autour de ces projets est assez large. Et donc, sur ce QR code et sur excel.fr, généralement, vous retrouverez tous les services. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat sur le jargon et sur la complexité de ces sujets. On en est bien conscient et donc, on a vraiment pour vocation d'accompagner nos clients sur ces projets-là. Donc, si on va sur la slide d'après, la question du smart nous est posée assez régulièrement. En fonction du besoin qui est fait, qui est déterminé sur l'installation, on va pouvoir choisir soit d'utiliser intégralement, soit de venir se charger sur batterie physique, soit sur batterie virtuelle, soit de venir réinjecter sur le réseau, soit de venir décider quelles sont les fournitures et le matériel qui va être en priorité utilisateur de cette énergie renouvelable qui est produite. Il y a bien évidemment des histoires de créneaux horaires. On rentre le soir à 19h, on veut en priorité charger sa voiture, mais peut-être qu'à un moment, la voiture a été chargée sur le lieu de travail et on veut pouvoir la réutiliser dans la maison. Et donc, le véritable enjeu du smart, le smart est au cœur de cette problématique d'arriver, et le photovoltaïque ne donnera toute sa valeur que si on a des éléments de smart building et d'énergy management system qui sont déployés. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille fortement, évidemment, pour faire le lien entre le photovoltaïque, les systèmes de recharge et les différentes composantes du bâtiment qui vont être soit eux-mêmes consommateurs et producteurs d'énergie. Donc, je pense que ce sont des sujets qui vont être développés par l'intervention de Schneider et de Pierre-Nicolas. Donc, je m'attarde pas dessus, mais s'il y a des questions, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Je sais pas s'il y a des questions qui ont été posées sur cette présentation. J'ai essayé d'être succinct et assez didactique. Il y a une question qui a été posée justement. Tu as parlé d'assurance. Pour quel type de risque on nous demande une question de Laurent Favre.
Alors, de la même façon que les installateurs sont soumis à une assurance décennale pour les installations qui sont faites, dans le cadre d'une installation photovoltaïque, il est obligatoire, en fonction de la puissance qui est posée, d'avoir une assurance qui couvre la responsabilité des installateurs. Et donc, encore une fois, on s'est associé à April parce que ce sont des professionnels de ces sujets-là. Euh, et en même temps, c'est les gens qui ont bien conscience qu'on traite avec des entreprises de toute taille et qui ont des solutions qui sont adaptées à chaque taille d'entreprise et à chaque taille d'installation qui sera proposée par l'installateur. Merci. Merci à vous. Une autre question d'Antoine de Roubaix pour Julien Neuschwander. Julien, orientez-vous les clients vers des produits qui minimisent l'empreinte carbone du Made in France pour les solutions préconisées via le configurateur? Alors c'est une excellente question qui est posée là. C'est un sujet qui est compliqué et ça a été mentionné plus haut parce que évidemment Rexel favorise des produits qui ont une empreinte carbone ou un impact environnemental le plus adapté possible. On a déployé notamment une offre qu'on appelle durable et qui met en avant des produits qui, soit par leur cycle de vie, soit par leur impact, sont recommandés et notamment des solutions qui viennent de chez Schneider. On a sur notre webshop rexel.fr, on a depuis quelques mois une nouvelle solution qui s'appelle l'EcoScore, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on avait sur le Nutri-Score sur l'alimentaire et qui va permettre de voir l'impact d'un produit sur l'impact environnemental du chantier ou d'un projet. Et ce qui est sûr, c'est que on va dans les prochains mois venir intégrer dans le configurateur des recommandations de produits et de marques qui auront l'impact environnemental le plus positif pour les projets de nos clients, encore une fois, que ce soit les installateurs et les utilisateurs. Mais c'est un sujet sensible parce que, vous le savez, la production de projets, de panneaux photovoltaïques notamment en France est encore quelque chose qui démarre. Et donc c'est quelque chose sur lequel on est hyper vigilant parce que on a beaucoup de produits qui viennent de Chine notamment et donc il faut qu'on soit attentif à ces enjeux. Ok, merci beaucoup Julien. Nous aurons une petite séquence de questions-réponses tout à l'heure. Et comme nous ne faisons pas de prosélytisme, précisons que la plupart des acteurs de la distribution proposent aussi des services plus ou moins équivalents à ceux de Rexel. Tout à fait. Je vais passer la parole à Emmanuel Bure, qui est prosommateur, pour parler français, et HEMS, c'est-à-dire tout ce qui concerne les systèmes de gestion de l'énergie domestique. Et vous êtes donc chez Schneider Electric. Parlez-nous solutions et donnez-nous des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui, bonjour à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Donc, merci pour l'invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous, chers clients, partenaires et confrères probablement. Donc, moi, je vais m'attacher à illustrer en fait en quoi l'autoconsommation est clé en termes de gestion d'énergie. Donc, effectivement, je travaille chez Schneider Electric. Je suis dans le développement des offres pour ce marché qu'on appelle prosumer, les producteurs, consommateurs d'énergie. Donc, je m'attache notamment à développer des gestionnaires d'énergie et des systèmes des tableaux électriques pour ce marché-là de l'autoconsommation. Donc, avant de rentrer sur ma lecture en fait des enjeux et des bénéfices de l'autoconsommation, il me semble important de revenir sur deux éléments de contexte qui ont été évoqués, mais je vais vous donner quelques éléments de lecture qui orientent notamment ce qu'on développe comme solution. Le premier, effectivement, c'est la hausse des prix de l'électricité. Donc, on la voit en France, effectivement, mais c'est une tendance de fond, on la retrouve en Europe. Et rien que sur 2023, on a eu des hausses d'électricité de plus de 25%. Deuxième élément, c'est l'électrification massive des usages. Donc, on a vu le développement du photovoltaïque en France, qui a vraiment démarré pour le coup. On le retrouve naturellement en Europe, et vous l'avez signifié également. Mais on le retrouve aussi du côté
de l'électrification des usages, à savoir, on le retrouve dans le véhicule électrique et les pompes à chaleur, et également dans les batteries. Mais rien qu'à eux deux, le véhicule électrique et les pompes à chaleur, vous avez un impact dans la maison qui va jusqu'à voir leur puissance installée pratiquement doubler. C'est quelque chose qui est quand même un changement de paradigme qu'il faut tenir compte finalement quand on parle de gestion d'énergie. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, en tant que fabricant, nous, on travaille sur des solutions qui répondent à ces évolutions de contexte et qui répondent aux besoins des différentes parties prenantes. Donc, d'abord, c'est l'utilisateur du logement, lui qui est confronté à cette croissance des prix de l'électricité. Et aussi, s'il est dans ce mouvement d'électrification, il peut être confronté également à un dépassement de puissance souscrite qui va naturellement engendrer une coupure dans le logement, donc un inconfort. Deuxième partie prenante, c'est les opérateurs du réseau qui, eux, sont confrontés à ce besoin de stabilité du réseau et qui doivent pouvoir compter finalement sur la participation du résidentiel. Et puis, troisième acteur, c'est la société civile en général, qui est en guerre contre ce réchauffement climatique et qui doit être soutenue tant sur l'électrification des usages que sur le développement des énergies propres. Alors, quel intérêt de l'autoconsommation? Si on peut passer à la slide suivante. Les bénéfices sont multiples. L'énergie solaire produite localement, naturellement, c'est une alternative à ce que vous auriez consommé sur le réseau. Donc, c'est une indépendance vis-à-vis du réseau et donc des factures réduites. Plus vous êtes capable d'utiliser votre propre énergie produite, ce qu'on appelle l'autoconsommation, plus vous augmentez votre indépendance et naturellement, plus l'impact est fort sur la facture. Le deuxième bénéfice, et pas des moindres, et ça revient par rapport au point que j'ai évoqué tout à l'heure, il est de servir finalement les nouveaux usages, que sont le véhicule électrique, les pompes à chaleur et autres. La puissance produite par la centrale photovoltaïque, elle vient s'additionner finalement à la puissance que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie. Et donc, c'est plus d'énergie pour satisfaire les nouveaux usages. Quand vous achetez un véhicule électrique, j'imagine bien que si vous avez besoin de le charger entre midi, vous n'allez pas remettre en question la cuisine sur la plaque de cuisson à induction. Donc c'est bien un confort à préserver. Bien sûr, les bénéfices, ça s'adresse aussi aux acteurs en amont du Linky, tant du côté des producteurs, à qui finalement est mis à disposition une énergie produite localement, que du côté des opérateurs de réseau qui ont, eux, finalement, un levier supplémentaire pour faire de la flexibilité. Et enfin, un bénéfice pour la décarbonation, l'énergie solaire étant une énergie décarbonée par excellence. Donc, en plus, consommée en circuit court, c'est une autre chose. Donc, je vous propose peut-être une illustration d'une facture d'une maison qui est équipée de solaire, et qui a des usages électrifiés. Vous retrouverez un véhicule électrique, un chauffe-eau résistif, comme on en trouve encore beaucoup en France, une pompe, une piscine, et puis chauffage climatisation. Et cet exemple vient illustrer concrètement en quoi finalement l'autoconsommation est un levier puissant finalement sur la facture, pour la baisse de facture. Alors, j'ai pris l'exemple de notre gestionnaire d'énergie sur lequel on a chez Schneider Electric, qui travaille à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement d'agir sur les consommations, le volume des consommations, c'est-à-dire les kilowattheures. Alors, ce qui est fait à travers Wiser, c'est premièrement de donner de la visibilité sur les consommations à l'utilisateur. Ensuite, c'est de l'aider finalement à traiter finalement les consommations inutiles. Il y en a encore beaucoup dans la maison. Par exemple, ne pas chauffer l'eau chaude quand on est en congé, ou arrêter le chauffage dans la douche quand la fenêtre est ouverte après avoir pris la douche. Donc globalement, cette chasse au gaspillage peut ramener jusqu'à 10% de gain sur la facture. C'est pas neutre. Le deuxième axe d'un gestionnaire d'énergie, c'est de tirer le meilleur finalement de l'abonnement tarifaire de l'occupant. Donc quand il est dans un contrat de type heure creuse, heure pleine, représenté ici par time of use tarif, naturellement le système va aller
déplacer les charges de manière à finalement consommer moins cher. Et là, les gains également peuvent être entre 5 et 10% minimum. Et si vous avez des tarifs avec des amplitudes plus fortes entre les prix les plus bas et les plus élevés, finalement le système va avoir encore plus d'opportunités pour aller optimiser les gains. Alors c'est des tarifs qu'on n'a pas encore, qui sont en train de se développer en France avec le tempo qui revient, mais aussi des tarifs dynamiques qui vont réapparaître au fur et à mesure sur le marché, comme c'est le cas notamment dans les autres pays européens. Et puis la maison étant équipée de PV, finalement le système va exploiter cette opportunité de l'énergie gratuite naturellement. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça dépend. Quel est le gain sur la facture? Naturellement, ça dépend de la puissance installée sur votre toit et de votre capacité à autoconsommer. Donc là, dans cet exemple-là, on a pris un exemple d'une installation équipée d'une installation solaire de 6 kW crête, et vous voyez que les gains sur la facture dépassent au global, sur ces 3 leviers d'action, dépassent les 50%. Si vous rajoutez une batterie dans la configuration, naturellement, vous allez chercher encore plus de réduction et on pourra gagner, on pourra se rapprocher et aller bien au-delà des 70% dans certains cas. Alors, comment augmenter ce taux d'autoconsommation? Puisque finalement, c'est un peu la question qui m'a été posée. Donc, naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment faire en sorte finalement de déplacer les usages dans le moment où il y a de la production solaire. Alors bien sûr, vous pouvez le faire manuellement. C'est globalement ce que font la plupart des gens. Par contre, c'est pas très efficace. L'occupant n'est pas forcément un expert en énergie, il n'a pas toujours conscience finalement du poids des consommations de chacune des charges. Et puis c'est pas très pérenne non plus. On observe que les clients finalement décrochent assez rapidement finalement dans cet effort-là. Alors, la première bonne pratique, c'est d'installer un gestionnaire d'énergie, un système de gestion de l'énergie qu'on appelle également HEMS en anglais, Home Energy Management System. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, c'est quoi un système de gestion d'énergie? C'est quelque chose qui va gérer automatiquement finalement cette synchronisation entre la consommation dans la maison et la production solaire. Donc, c'est quoi? C'est composé de 3 composants, c'est assez simple. D'une part, c'est composé de données d'entrée, donc qui donnent des informations sur ce qui se passe dans la maison et à l'extérieur de la maison. Par exemple, les températures, les consommations, les mesures du courant, la présence, les prévisions météo. Enfin, le plus de data possible justement pour avoir une représentation de ce qui se passe dans la maison et ce qui va se passer dans la maison. Deuxième composant, c'est une intelligence qui va exploiter ces données-là pour réaliser l'objectif qui lui a été assigné. Et là, dans ce cas-là, par exemple, augmenter le taux d'autoconsommation. Mais ça pourrait être aussi baisser l'empreinte carbone ou baisser les factures. En termes d'intelligence, on trouve sur le marché des choses plus ou moins évoluées, avec des automatismes basiques de type IFTTT, donc if then that, pour ceux qui connaissent, jusqu'à des approches basées sur de la statistique avec de l'auto-apprentissage. Et c'est sur ce panel de solutions sur lequel Wiser s'appuie. Et puis troisième composant, j'ai pas fini. Troisième composant, ce sont des actionneurs qui vont piloter les charges à la demande de l'intelligence du contrôleur. Deuxième bonne pratique, c'est contrôler les bonnes charges. Donc si on peut aller sur la slide suivante. Alors, contrôler les bonnes charges, ça veut dire quoi? Ce sont lesquelles? Et c'est celles qui ont la caractéristique d'être électro-intensives, de peser sur la facture annuelle et d'être flexible, à savoir qui peut être déplacé facilement sans gêner le confort. Excusez-moi, j'essaie de fermer le pop-up. Donc électro-intensives qui pèsent sur la facture et qui sont flexibles, donc qui peuvent être déplacés, voire de stocker de l'énergie. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller contrôler un frigo? Un frigo, une petite puissance, ça pèse pas grand-chose sur la facture annuelle,
et c'est pas très flexible, moins qu'on puisse dire. Un four, ça a une grosse puissance, par contre, ça pèse pas grand-chose sur une facture annuelle, un four de cuisine, et c'est pas flexible non plus, donc pas d'intérêt. En termes d'autoconsommation, l'appareil de prédilection, c'est le chauffe-eau. Donc, il répond à tous les critères. Il a des puissances nominales de 1500 à 3000 watts. Il pèse lourd sur la facture parce que c'est au moins 20 à 25% quand c'est un chauffage, quand c'est un chauffe-eau résistif. Et il est assez flexible parce qu'il est prévu pour apporter de l'eau sur 24 heures quand il a été mis en chauffe. On peut le mettre en chauffe la nuit comme la journée. La deuxième charge qui est intéressante, naturellement, c'est le véhicule électrique. Alors tout le monde n'est pas encore équipé, mais il y a quand même un mouvement très fort. Les gains sont relativement importants. Tous les pilotes qu'on fait nous montrent que le véhicule électrique, c'est presque l'appareil idéal, quoi. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'il est mobile. Donc, il n'est pas toujours sollicitable. Globalement, les pilotes qu'on fait, quand on considère que le véhicule est garé 2 jours dans les maisons, on arrive sur un apport sur l'autoconsommation qui est relativement important et assez proche finalement de ce qu'on a sur le ballon d'eau chaude. Ensuite, on a la pompe de piscine. Pour ceux qui en sont équipés d'une piscine, c'est une puissance moyenne, hein, des pompes à 1,5 kW. Par contre, ça tourne longtemps, donc ça pèse sur la facture. Mais c'est flexible dans une certaine limite, dans la mesure où à partir du moment où vous respectez le nombre d'heures à faire tourner l'eau en fonction de la température, bah, finalement, que vous le fassiez la nuit ou le jour, il n'y a pas trop de problème. On arrive à ce qui est chauffage et climatisation. Alors, là, c'est particulier parce que effectivement, ça pèse lourd sur la facture, c'est beaucoup de puissance. Par contre, c'est pas très flexible parce que ça touche justement au confort thermique. Donc, les gains sont minimums, sauf à avoir un occupant de type Eco-Warrior, on va dire, qui est prêt à sacrifier un peu de confort thermique justement pour aller maximiser ses gains sur la facture. Dans ce cas-là, effectivement, on pourra utiliser ces équipements pour aller effectivement chercher un meilleur taux d'autoconsommation. Mais naturellement, c'est pas la priorité. Après, je mets un peu à part, naturellement, en fonction des équipements, c'est une ligne directrice, mais si vous prenez par exemple un chauffage au sol à l'inertie, naturellement, c'est intéressant en termes d'autoconsommation parce que ça stocke de l'énergie et c'est assez flexible. Que vous chauffiez la dalle la nuit ou le jour, ça ne change pas l'intérêt. Alors, vous l'avez compris, la capacité du système d'énergie à produire de la valeur, à savoir une performance d'autoconsommation, dans ce cas-là, il est lié à la nature des charges et cette performance est d'autant meilleure que vous allez permettre au contrôleur de contrôler plusieurs charges. Donc, le faire sur une charge, c'est bien, mais le faire sur plusieurs charges, c'est mieux, l'algorithmie ayant plus d'opportunités finalement pour aller chercher l'optimisation. De la même manière, elle sera aussi améliorée si les charges peuvent être contrôlées de façon dynamique, c'est-à-dire en variation de puissance, de manière à aller manger le surplus solaire au juste assez, hein, et pas plus. Si je donne un exemple, vous avez 2 kW crête de production solaire qui potentiellement sont renvoyés sur le réseau. C'est-à-dire, je vais l'autoconsommer, je vais l'utiliser en démarrant ma voiture. Si vous démarrez la voiture à 7 kW, à sa pleine puissance de charge, vous allez prendre 5 kW sur le réseau. Hein, certes, vous allez consommer 2 de votre solaire, mais vous allez prendre 5 kW sur le réseau et potentiellement en heure pleine. Donc, vous voyez, c'est pas forcément très intéressant économiquement. Troisième autre pratique, c'est d'engager l'occupant dans l'action. Même si les systèmes font les choses automatiquement, il y a toujours des charges finalement dans le logement sur lequel l'occupant peut avoir une action. On n'a pas parlé de tout ce qui est lave-vaisselle, lave-linge, etc. Mais typiquement, l'occupant peut jouer un rôle également sur ces usages. Avec Wiser, ce qu'on fait, c'est premièrement, on donne de la visibilité sur les consommations, on donne de la visibilité sur les flux d'énergie dans la maison, d'où vient l'énergie, de quelle source, et où ça transite vers quelle charge.
de manière à donner cette vision en temps réel finalement de ce qui est en train de se passer dans la maison et des opportunités également de finalement de démarrer des charges. Et puis on lui envoie ici aussi des conseils finalement pour participer finalement à son éducation d'une certaine manière et lui proposer finalement de démarrer des charges parce qu'il y a une opportunité d'énergie gratuite. Et enfin, c'est pour booster l'autoconsommation et c'est fait pour. On parlera on peut envisager bien sûr une batterie de stockage naturellement. La réalité des coûts d'investissement fait qu'à un moment, ça arrive finalement en dernier dans mes bonnes pratiques. Pour nous, en tant que Schneider, on considère que la batterie de stockage doit être envisagée à partir du moment où on a réalisé toutes les préconisations que je vous ai proposées en amont. Je vous partage un retour d'expérience, si on peut aller à la slide suivante, qui a été fait donc avec les acteurs de la filière et puis des confrères fabricants. Donc c'est dans la construction neuve. Donc une maison qui a été équipée de 3 kW crête de panneaux solaires, du système de gestion d'énergie Wiser, qui pilote une borne de recharge et un ballon thermodynamique. Donc cette maison est occupée depuis la remise des clés par une famille de 4 personnes, qui a 2 véhicules électriques, qui est chauffé avec une pompe à chaleur réversible et donc un ballon thermodynamique. Globalement, les consommations dépassent les 10 000 kWh, donc c'est relativement important pour une maison neuve, mais c'est là qu'on illustre bien l'électrification. 2 véhicules électriques, une pompe à chaleur, etc. Donc globalement, beaucoup de consommation. Résultat, après un an, constaté plus de 80% d'autoconsommation en termes de performance. Là où sans système de gestion, l'autoconsommation aurait été entre 40 et 50%. Donc un impact vérifiable sur la facture et naturellement un impact aussi sur le retour d'investissement de l'installation solaire, évidemment. Voilà sur la partie gestion d'énergie. Alors c'est difficile pour moi en tant que fabricant de matériel électrique de finir mon intervention sur l'autoconsommation sans évoquer la partie sécurité électrique. Donc si on peut passer au slide suivant. Donc nous prêtons bien évidemment attention aux maisons qui sont équipées de solaire et notamment quand ils sont couplés à un effort d'électrification dans la maison. Comme expliqué précédemment, l'électrification peut engendrer presque un doublement des puissances consommées, ce qui impacte la distribution électrique, contrairement aux conventions qu'on avait avant de remonte totale, où en fait c'était un circuit indépendant du tableau électrique de la maison. Dans le cas des conventions d'autoconsommation, c'est bien un raccordement sur le tableau électrique existant. Donc vigilance, parce que quand il y a un doublement des puissances consommées, ça peut engendrer également une nécessité de redimensionner les circuits. Alors on observe naturellement ce qui se passe dans les autres pays également, parce que finalement tous les pays ont le même contexte. On regarde ce qui se passe aux US, on regarde en Allemagne, en Espagne, et on travaille sur des solutions qui permettent d'accompagner ce développement nécessaire du solaire dans la maison individuelle et en toute sécurité. J'en ai fini, peut-être un dernier point. Enfin, vous l'aurez compris. En fait, à travers les axes que j'ai développés, que chez Schneider, on a conviction en fait que la transformation énergétique, elle repose sur 2 piliers, à la fois la digitalisation pour aller chercher l'efficacité énergétique, et à la fois l'électrification pour défossiliser les maisons, si je peux dire comme ça, et en tout cas pour avoir des bâtiments plus durables. L'autoconsommation naturellement s'inscrit dans l'équation et bien sûr nous sommes à côté de la filière pour accélérer la transformation en cours. Merci beaucoup Emmanuel, c'était très concret et très intéressant.
Avant de passer à la conclusion, Pierre-Marie, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Est-ce que tu veux les exposer et les Ouais, distinguer des on est, intervenants? bon, déjà, merci à tous d'être venus et d'être restés à ce webinaire parce que on a un taux de participation qui est excellent avec des gens qui restent. Donc, on espère que ces contenus vous ont intéressé. Effectivement, il y a quelques questions dans le chat. Je sais pas, Pierre-Nicolas, si tu veux en choisir une plus qu'une autre. Est-ce qu'on aura le temps de les adresser tous? Je sais pas. Il y a une question qui me semble intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais il y en a une sur notamment sur les enjeux sur l'existant et le neuf. Il y a quelqu'un qui dit beaucoup de progrès sur le neuf, mais l'enjeu sur ces sujets n'est-il pas plutôt sur l'existant? Je sais pas si un d'entre vous veut répondre à ceci rapidement. Après, on passera à une autre question. Qui se dévoue? Ouais, je partage, moi, personnellement, je partage le constat. Bon, l'enjeu, il est sur les deux. Mais la réduction des consommations d'énergie, elle est plus sur les 30 millions de logements existants que sur les 1% de logements neufs qu'on produit par an, par effet de proportionnalité. Mais en tout cas, on travaille sur les deux sujets. Merci Julien. On va prendre une question peut-être un peu Moi, je plus compléterai technique. peut-être la réponse, si je peux me permettre. Donc, pour ce qui concerne tout ce qui est sécurité électrique, l'enjeu, il est plutôt du côté de la rénovation, évidemment. Quand on parle effectivement d'un couplage de l'autoconsommation à l'électrification des usages, quand on est dans le bâtiment neuf, c'est pensé. Il y a des bureaux d'études derrière qui travaillent au bilan de puissance. Quand on est dans la rénovation, ce n'est pas le cas. Donc il y a effectivement des précautions à prendre. Merci pour ces compléments. Une question un peu plus technique d'Olivier Agostini. Est-ce qu'il existe une sorte de, je sais pas si c'est le bon mot, délesteur inversé pour pouvoir déclencher des appareils consommateurs lorsque le champ PV autoconso retourne de l'énergie au réseau? Alors moi, je me permets de répondre également, si je peux me permettre. Mais c'est tout l'intérêt d'un système de gestion d'énergie tel que je vous l'ai présenté en prenant l'exemple de ce qui est fait par Schneider avec Weiser. Euh, Ces automatismes-là se font, enfin, ces actions qui amènent plutôt à autoconsommer plutôt qu'à renvoyer sur le réseau, c'est géré automatiquement par les automatismes. Une question aussi plutôt côté installateur de Stéphane Bardenet. Est-ce que les solutions de pilotage sont elles-mêmes faciles à prendre en main pour les utilisateurs? Peut-être que Julien Neuschwander, tu peux nous faire un retour sur les installateurs, ce qu'ils pensent de tout ça. Alors c'est une vraie, un vrai challenge en effet, parce que pour les plus techniques d'entre nous, c'est un sujet qui est simple et qui est attendu, mais pour l'utilisateur derrière, notre gros défi, c'est d'arriver à trouver les solutions les plus faciles à appréhender, et donc on travaille de près avec tous les fabricants pour essayer d'avoir des solutions qui répondent exactement aux attentes des exploitants des bâtiments ou des occupants. Euh, il y a beaucoup de progrès sur ces sujets-là. C'est des sujets qui se démocratisent beaucoup. On se souvient du smart home il y a quelques années où c'était quand même vraiment l'affaire de techniciens. Et maintenant, on est sur des choses qui se démocratisent beaucoup. Et les économies d'énergie et le pilotage de la production, je pense, vont être aussi accélérés par l'intelligence qu'on met dans le bâtiment et par la capacité des systèmes à se piloter tout seul. Au final, on ne devrait pas avoir à choisir si c'est la voiture ou si c'est le four qui fonctionne, mais les systèmes, s'expliquait Emmanuel tout à l'heure, vont prendre les décisions seuls. Mais c'est un vrai challenge pour la profession aussi d'aller expliquer ça aux utilisateurs une fois que le système est installé. Merci Julien. Peut-être une dernière question. Je vais en grouper deux en une parce il y a souvent beaucoup de questions qui reviennent sur la partie stockage de l'énergie. Il y a Serge qui nous demande si on a des études sur le lien entre la production photovoltaïque et la batterie de stockage, c'est-à-dire est-ce qu'on produit plus quand on a une batterie de stockage? Et un autre spectateur anonyme qui nous demande les avantages du stockage virtuel et sa fiabilité. Je sais pas qui veut répondre parmi vous.
Là, il y a un joker. Moi, la première question, quand vous avez une batterie de stockage, vous ne produisez pas plus d'énergie pour autant. Vous augmentez votre capacité à autoconsommer. Sur place, l'énergie produite. Mais ce qui sort comme production de votre onduleur, de votre centrale solaire, reste la même chose que vous ayez une batterie ou vous en ayez pas. Le problème aujourd'hui de la batterie, c'est le ROI qui est très très long et il n'incite pas, tant que ça n'aura pas fait encore des progrès supplémentaires, à investir dedans. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui sur le terrain. Un mot sur le stockage virtuel, peut-être? C'est une des opportunités, le stockage virtuel, c'est une des alternatives au stockage physique dont on parlait tout à l'heure. C'est les solutions qu'on voit se développer beaucoup. On a énormément de demandes autour des CCG-là, mais on vit aussi une période de grande instabilité des prix et de grande volatilité. Et donc, c'est les solutions qui sont à mon avis d'avenir et qui vont dans le sens du microgrid et de tout ce qu'on voit émerger avec ces solutions-là, mais qui sont encore au démarrage et qui vont gagner en maturité, je pense, dans les prochaines années. Merci Julien. Pierre-Nicolas, je pense que c'est le mot de la fin. On a 5 minutes de décalage. Si tu veux conclure, c'est à toi. Oui, j'ai trouvé les débats très intéressants. Vincent, tu nous as bien éclairé sur l'importance de l'autoconsommation. J'ai relevé quelques chiffres. J'ai additionné les possibles en 2035, c'est 900 TWh. C'est énorme. Ça montre vraiment des perspectives incroyables. L'évolution, 77% en un an. Les freins, tu l'as évoqué, le coût de l'installation et un ROI qui peut être trop long, même si il se réduit chaque année. Et puis un chiffre qui montre qu'il y en a sous le pied, seulement 11% utilisent l'autoconsommation. Donc ça veut dire que la plupart des foyers équipés aujourd'hui en panneaux photovoltaïques revendent leur énergie et ne l'utilisent pas. Julien Seri, on l'a vu, une demande très forte et à côté de ça, un manque d'installateurs. Donc, si vous cherchez un métier d'avenir, posez des panneaux solaires. L'importance de l'autoconsommation dans la réglementation et puis des cas concrets qui montrent que quand on applique les bonnes pratiques, le photovoltaïque et l'autoconsommation apportent une vraie valeur ajoutée. Julien Najwander, on a vu ce besoin de formation aussi de la filière, des installateurs, des intégrateurs, même si le do-it-yourself commence à arriver et qu'on a des solutions de plus en plus simples à installer puisqu'on ne touche plus au bâti. On n'a pas parlé non plus des panneaux solaires qui arrivent et qui vont être flexibles, donc qui vont être encore plus faciles à installer sur les toitures. C'est des développements qu'on voit de plus en plus. Quant à Emmanuel, les bonnes pratiques que j'ai notées, traiter le gaspillage, bien sûr, gérer son tarif, on n'y pense pas, mais ça fait partie des pratiques vertueuses, optimiser ses panneaux, et puis bien sûr, quand on gère bien son autoconsommation, on l'a vu dans ton tableau, on peut réduire jusqu'à 50% sa facture énergétique. Là, on ne parle pas de 20, de 30, on est à 50%. Bien sûr, ça implique de contrôler les charges lourdes et on a parlé un petit peu aussi de batteries de stockage. Moi, en tant que vice-président délégué de la SBA, j'ai remarqué que le S de SBA, ça veut dire smart. Et pour nous, l'autoconsommation ne peut donner tout son intérêt que s'il est associé avec du smart. Un exemple concret, il est indispensable que ce qui se consomme le plus se déclenche quand les panneaux photovoltaïques sont à plein rendement plutôt qu'en heure creuse. Et cela de manière automatique, ça a été dit tout à l'heure, lorsqu'on laisse la main à l'utilisateur, au début ça l'abuse, après il oublie. Et finalement, c'est comme une GTB qu'on n'entretient pas. Au bout d'un moment, elle est débranchée. Aujourd'hui, il y a assez peu de solutions. Schneider a présenté Wiser, qui en est une. Il y a assez peu de solutions. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt des applications qui vous donnent combien vous avez vendu d'électricité et combien vous en avez autoconsommé. Mais ça n'interagit pas avec les équipements. Donc,
le smart a vraiment sa place à prendre. Et les organisations professionnelles et la filière du photovoltaïque devraient vraiment se rapprocher en ce sens. Sachez que donc la SBA, IGNES et la FFB sont bien sûr au rendez-vous pour vous aider dans ce grand challenge du photovoltaïque et de l'autoconsommation dans les années qui viennent. Je voulais vous communiquer les dates des prochaines matinales SBA IGNES. La prochaine est en janvier, le 30 janvier 2024. Il y aura un spécial débrief du CES 2024. La suivante, le 14 mai 2024, où on parlera du maintien à domicile et donc des bénéfices d'un logement connecté. Et enfin, le 8 octobre 2024, dans un an, nous parlerons sobriété énergétique, bilan et perspective. Ça sera l'occasion de voir si le webinaire de ce jour a porté ses fruits. Ce webinaire sera en replay à disposition pour tous dans quelques jours. N'hésitez pas, vous avez ici les coordonnées de tous les intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions, à rejoindre, à échanger, à partager. C'est comme ça que nous arriverons j'ai perdu le chiffre déjà, 900 TWh d'économisés. Merci à tous et bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.